Bonsoir, bonsoir tout le monde. On a Angélica Marie qui aujourd'hui va nous parler de ses expériences de voyage dans le désert et puis toutes les ouvertures spirituelles que cela procure. Au départ, il y a quelques années, Angélica Marie a effectué un petit séjour pour une mission humanitaire dans le désert. Elle va nous expliquer ça certainement. C'est en 2007. Ensuite, avec un organisme spirituel de la Drôme, je crois, elle est partie faire une découverte du désert en 2009. Et puis, premier voyage en Inde, l'organisation d'un voyage en Inde. Et puis, un séjour en Éthiopie, en Afrique, où on lui demande de participer au développement de ce genre de voyage, hein, d'être organisatrice. Puis finalement, ça n'a pas pu se faire. Et depuis 2017, si je me trompe pas, Angélica Marie est nomade, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de domicile fixe dans ce sens où elle va habiter dans des maisons pour faire une sorte de gardiennage ou simplement chez des amis qui lui prêtent un domicile. Elle a tout laissé tomber de sa vie d'avant de cadre dans une grande entreprise pour se consacrer désormais à l'organisation, 1 à 2 fois par an, de séjours dans le désert afin de permettre à un maximum de personnes de découvrir la magie du désert dont elle va nous parler maintenant. Angélica, tu as la parole. Alors, bonsoir à tous. Ouais, le désert. Pourquoi le désert? Pose souvent la question. Pour son silence d'abord et son immensité, qui procure un dépaysement total. Le désert, c'est l'absence de pollution visuelle, l'absence de pollution auditive. Il n'y a pas de lumière, il y a artificielle, il n'y a pas de bruit humain ou très peu. Et pas de circulation, pas de boutique pour l'essentiel. Donc, pourquoi le silence est-il important? Mais il y a des études qui démontrent que au bout de 2 heures de silence, euh, on recharge l'hippocampe et donc on stimule la créativité, la mémorisation, l'apprentissage et la gestion des émotions. Donc, le silence est hyper important. Au bout de 2 minutes de silence, le corps se détend complètement, se libère de ses tensions. Donc, dans le désert, on a beaucoup plus que ça de silence, hein. On peut en avoir des heures et des heures, puisqu'il n'y a pas de bruit. Donc, parfois, il y a des oiseaux, mais en tout cas, il n'y a pas de silence humain. Gordon Hempton, qui est un bioacousticien américain, a fait des études, c'est un chasseur de silence, enfin un chercheur de silence, il a fait des études dans le monde entier et il n'a trouvé que 35 lieux de silence, sachant que ce qu'on appelle, enfin ce que lui appelle des lieux de silence, il les appelle aussi des lieux de calme. Ce sont des lieux répertoriés pour lesquels on peut trouver 15 minutes d'affilée sans bruit humain. Sans bruit lié à l'activité humaine, c'est-à-dire avion, tronçonneuse, discours, mobilette, voiture, tout ce qu'on voudra, quoi, hein. Donc, euh, pas ces bruits-là pendant un quart d'heure d'affilée. Donc, c'est très rare, il n'y en a pas en France. Il y a un lieu à Paris qui est complètement silencieux, qui est une chambre sourde ou anéchoïque. Ça se trouve près du centre Pompidou, à l'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination de l'acoustique, acoustique et musique, je crois, quelque chose comme ça. Donc ces chambres qu'on appelle des chambres sourdes, sont généralement employées pour l'entraînement des astronautes, pour les habituer au silence complet qu'ils vont rencontrer dans le cosmos, en fait. Et donc, voilà, c'est le seul lieu. Donc, ce lieu a été décrit par un journaliste qui l'a essayé, qui l'a expérimenté comme extrêmement angoissant, parce qu'il a découvert des bruits de son corps qu'il n'entend jamais, et qu'on n'entend nous-mêmes non plus jamais, hein. Les battements de cœur, circulation du son et autres, hein, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc, Gordon Hempton
a lui créé une fondation qui s'appelle Quick Parts International, qui envoie dans le monde entier des gens qui sont censés recenser les lieux de silence, enfin ou de calme, donc euh, qui sont sans bruit humain pendant 15 minutes d'affilée. Et sachant que la nature, enfin la vie est bruyante, hein, et les bruits de la terre, de la nature, quand il n'y a pas enfin, au plus silencieux, c'est 16 décibels, c'est-à-dire c'est à peine audible par l'oreille humaine. Donc dans le désert, on trouve cette expérience-là et on l'a vu puisque ça agit sur l'hypophyse, sur l'hippocampe, pardon, ça permet donc de se détendre, de gérer les émotions. Donc même si on vient dans le désert sans intention particulière, et ben de toute façon, le désert nous change. Voilà, parce qu'il nous permet au moins ça, ce qu'on ne trouve pas dans notre vie au quotidien. En outre, le silence et l'espace, le rien, nous permettent aussi d'avoir des réflexions qu'on n'a pas habituellement. Donc voilà, en fait, le désert, même si on fait rien de particulier, il se passe des choses, il nous modifie sans qu'on s'en rende compte. Après ça, on a aussi l'absence de lumière, de pollution visuelle et de pollution lumineuse. Ça fait quoi? Ben, ça nous montre à quel point la lumière artificielle a une influence sur notre sommeil, notamment sur notre endormissement, puisque dans le désert, on dort beaucoup en fait. Enfin, c'est ce qu'ont dit les derniers participants, ils ont trouvé qu'ils dormaient beaucoup par rapport à d'habitude, notamment vers 18 heures, enfin avant 18 heures, entre 17 et 18 heures, ça commence à s'inverser le jour et la nuit, le jour décline, la nuit approche. L'œil, il enregistre, il envoie un message au cerveau qui envoie un message à l'hypophyse qui libère la mélatonine et l'endormissement survient. Et c'est vrai que vers 21 h, 21 h 30, ben on s'endormait, on allait se coucher en fait. Et on se réveillait tôt, entre 5 heures pour ma part, 5 h 30 et 6 h 30, 7 heures pour les plus gros dormeurs. Naturellement, parce que on n'avait pas cette pollution lumineuse, sachant que quand on mange dans le désert et qu'il fait nuit, quand on dîne, eh bien on dîne à la bougie. Voilà. Donc en plus, c'est charmant de dîner à la bougie. Donc, qu'est-ce qu'il ressort de tout ça? Enfin, au-delà de ça, il y a aussi le décor. Le décor du désert n'est pas, comment dire, il n'est pas rébarbatif, c'est pas toujours le même. Il y a les règles qui sont des surfaces planes et caillouteuses. Il y a les lieux où il y a les arbres, notamment des tamaris et des acacias. Alors pas des acacias feuillus comme chez nous, parce que les feuilles, ça réclame de l'eau et il n'y a pas d'eau dans le désert, donc plutôt pas beaucoup de feuilles. Et puis après, il y a ce que nous on appelle des oasis, qui en réalité sont des cultures où se trouvent des palmiers dattiers. Mais là, ce sont des cultures, donc il y a des villages autour. Et on a pu observer notamment des lieux complètement désertés parce que le désert gagne du terrain. Alors comment la dune se forme? Eh ben, en fait, le sable est arrêté par les arbres et puis grimpe autour des troncs. Et l'arbre invente des stratégies pour survivre à l'assaut de la dune, enfin à la constitution de la dune en poussant, en déployant ses branches de manière horizontale, en faisant aussi courir ses racines de manière horizontale et parfois verticale pour essayer de garder la tête hors de la dune. Et donc on peut supposer que sous les grosses dunes, il y a des arbres, enfin des squelettes en tout cas d'arbres, qui les tiennent. Donc, le désert, c'est des règles, c'est des zones avec des arbres. Alors, ce pas des forêts, hein, mais quand même des arbres. C'est aussi des zones avec donc, des dunes en formation et puis des grosses dunes, des petites dunes. Il y a des endroits où on a l'impression d'un lac qui subit une risée, puis il y a des petites vagues qui se forment. Et bien là, il y a des zones dans le désert. Alors, ceux qui ont mon Facebook en ont vu, hein, parce que j'ai posté plusieurs photos. Ça fait comme des vagues, vraiment très très bien dessinées, et c'est du sable.
Donc voilà, il y a des paysages très différents, très divers les uns des autres. Et puis il y a surtout l'immensité liée au silence, comme si ça lui donnait une espèce de présence, comme si on était enveloppé là-dedans. Et c'est quelque chose de très doux pour les yeux, le désert, parce que ce sont des couleurs douces qui vont du nacré un peu, enfin, à l'ocre. Ah voilà, il y a plein d'images, bravo, de, de dunes. Donc voilà, on voit des paysages complètement différents à des heures différentes. On voit un visage déserté, un village déserté. On voit un traqué à tête blanche sur la photo de gauche. Voilà ici, qu'on appelle aussi Moula Moula dans le désert et on appelle aussi l'oiseau bonne nouvelle. Alors lui, puis d'autres petits oiseaux comme ça. On voit ce genre d'oiseaux dans le désert et on voit aussi des corneilles. On voit que le désert, il est varié et il est immense. Alors, contrairement à nos lieux habituels, il n'y a pas de route, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de clôture, il n'y a rien. C'est, c'est complètement libre, complètement ouvert et c'est assez déstabilisant pour nous qui connaissons bah, des clôtures, des chemins. Beaucoup se demandent comment font les chameliers et les guides pour se repérer, mais ils se repèrent aux dunes. La force de l'habitude aussi, sûrement, même si les dunes varient, elles ne varient pas d'une semaine à l'autre quand même. Ils se repèrent sur les dunes et la force de l'habitude, très certainement, que nous, on n'a pas. Alors, pourquoi ça nous transforme et pourquoi c'est le lieu idéal pour des expériences spirituelles ou voire mystiques? Parce qu'on est dans le silence, parce qu'il y a une vacuité qu'on n'a pas ailleurs. Et c'est cette vacuité, c'est dans cet espace-là, en fait, que se passent d'abord les réflexions, les compréhensions, et qu'on peut aussi, puisque puisque le mental s'apaise, il reste ouvert aux suggestions de la vie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de pensées. Enfin, les pensées, elles nous viennent. On choisit pas forcément qu'elles viennent. Elles nous viennent. C'est comme quand tout d'un coup, on se met à chanter un truc qu'on n'a pas entendu depuis je sais pas combien d'années, et on se met à le fredonner alors qu'on l'a entendu nulle part. Bon, d'où ça vient, on ne sait pas. Donc, les pensées, c'est un peu pareil. Puis après, il y a celles sur lesquelles on s'arrête et puis qu'on tourne en rond comme ça, ce qui nous mène nulle part. Bon, ben là, on peut se laisser traverser dans le désert, puisqu'on n'a rien à faire, on est tranquille. On peut se laisser traverser et c'est là où on a des révélations. Alors, c'est pas forcément, quand je dis ça, on peut penser des choses extraordinaires, mais l'extraordinaire se trouve dans l'ordinaire, en fait, partout. Ce qui se passe aussi dans Oui, tu voulais intervenir, Alain? Oui, je voulais te poser une question justement par rapport à ce qui se passe, à ce que tu peux ressentir dans ce silence, dans cette vacuité de l'absence de maison, de chemin, de lumière. Comment le corps perçoit ça? Comment ça se manifeste à l'intérieur? Par une grande paix, en tout cas en ce qui me concerne. Pour ce qui est des participants, bon, moi j'ai l'habitude du désert, j'y vais souvent, j'aime ça en plus. Pour ce qui est des participants, il y a au moins un ou deux jours où bon, ils se demandent où ils sont, comment ça va se passer, ils ont des inquiétudes par rapport au quotidien, c'est-à-dire les toilettes, la douche, on en a parlé avant, hein, avant au moment de l'inscription. N'empêche que ça reste encore un truc qu'ils savent pas trop comment ça va se passer. Donc voilà. Et après, quand ils s'en rendent compte, bon, ils voient que ça se passe bien et ils se détendent. Donc le corps est détendu complètement. C'est pour ceci qu'on dort beaucoup. Euh, il n'y a plus d'obligations, il n'y a plus de contraintes. Donc il se laisse aller. Mais il se laisse aller. Comment dire? C'est pas il se laisse aller au sens péjoratif du terme, hein, c'est vraiment il laisse la ville traverser en fait, quoi. Il laisse venir les choses. Alors,
Plus ou moins, hein, ça c'est mon cas, je peux parler pour moi. Moi, je laisse venir complètement. Jamais je me demande quelle heure il est, jamais je me demande où on va, jamais je me demande rien en fait. Mais j'ai un peu tendance à vivre comme ça aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, moi, je me lève le matin en me disant, OK, c'est quoi le programme? Mais c'est pas quoi mon. Enfin, moi, je n'ai aucun programme quasiment. J'en ai un de temps en temps. Ce soir, par exemple, j'avais une conférence. Mais au-delà de ça, c'est plutôt qu'est-ce que la vie me propose et comment je l'accueille. Et donc, dans le désert, bah, c'est puissance plus, parce que justement, il n'y a rien d'autre. Et qu'il y a aussi l'émulation du groupe, le groupe qui est généralement bienveillant, toujours bienveillant d'ailleurs. Et puis, il y a aussi l'équipe, guide, chamelier, cuisinier, qui sont d'une grande bienveillance, qui n'ont pas de stress. Quelque chose ne se passe pas comme prévu, c'est pas grave, on va s'arranger, il y a zéro problème, il n'y a pas d'heure. Les rythmes, c'est les rythmes du soleil qui se lève et qui se couche, de la chaleur, c'est les rythmes des dromadaires qui s'égayent dans la nature, que les chameliers vont rechercher. Donc, moi, à mon niveau, c'est vraiment une paix et une joie infinie que d'être dans le désert. Cette immensité me nourrit et j'ai envie de dire que c'est peut-être là que le plus je me sens appartenir au tout. C'est-à-dire, c'est comme si mes contours s'effaçaient et que je deviens une part du désert, toi, une part du ciel, une part du désert, une part de, c'est comme si j'avais plus complètement conscience de mon corps. Alors, quand je marche, j'en ai conscience parce que justement, j'essaie de marcher en conscience et j'essaie d'initier ça pour qu'il y ait des marches dans le silence, qu'on ne soit pas tout le temps dans le papotage. Donc, globalement, c'est ça. C'est vraiment, j'ai l'impression que mes contours s'effacent et que je fais partie de ce tout, quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question complètement. Oui, oui, ça répond à ma question, parce qu'en fait, on est dans nos vies actuelles rattachés à tout un tas de choses. C'est-à-dire, on n'y pense même pas, mais tiens, je vais aller faire une petite course, tiens, je vais prendre la voiture, mais on ne se pose même pas la question, on fait les choses simplement, alors que là, on est détaché de tout ça. Et si ces pensées sont peut-être présentes à un moment donné, elles n'ont plus de correspondance, donc elles se retirent et on doit percevoir ce lien qui est peut-être néfaste pour certaines choses et qui était présent et qui se dissout. Ça doit être quand même assez étrange. C'est assez étrange et moi j'ai des personnes qui m'ont dit, enfin j'en ai une notamment parce que évidemment je fais un point à la fin d'un stage, à la fin d'un séjour, mais je refais un point plus tard. Je leur demande aux gens où est-ce qu'ils en sont, est-ce que bon, beaucoup sentent un changement mais n'arrivent pas à mettre de mots dessus. Il y en a un qui m'a dit, j'arrive pas à mettre de mots dessus, mais quand même, j'ai besoin de plus de silence et de plus de rien, en fait, de solitude, ce qui n'était pas le cas avant le désert. Une autre m'a dit, je me sens beaucoup plus forte et plus joyeuse. Elle sentait une force, de la joie. Une autre, alors après, il y a des choses très, très variées, hein. Dans un autre séjour que le dernier, une femme m'a dit en rentrant, j'ai été constipée toute ma vie, je ne le suis plus. Donc, quelle relation de cause à effet? On peut supposer qu'elle a lâché, je ne sais pas, des Elle peurs. avait la place, là, elle avait la place de lâcher tout ça. Alors, curieusement, enfin, il y a la place en effet, mais souvent c'est un problème justement tout cet espace, ça fait peur. Il n'y a pas d'arbre pour se cacher derrière, et souvent les gens sont bloqués hein, pendant quelques jours, et bon, ils se débloquent après. Et c'est toujours très, très marrant, ça se passe toujours à peu près de la même manière. Il y a toujours des gens qui sont bloqués, qui sont débloqués, d'autres au contraire, c'est trop, donc voilà, on régule tout ça. Et puis, au désert qui déjà n'a pas de limite, pas de barrière, rien de tout ça, quand j'organise un séjour, je fais un certain nombre de propositions en disant bien que ce sont des propositions, qu'il n'y a nulle obligation, il n'y aura aucun horaire, il n'y aura aucune contrainte, il n'y aura pas de programme établi. C'est-à-dire que si aujourd'hui on veut une discussion de groupe, il y a une discussion de groupe. S'il y en a 3 sur 5, il y en a 3 sur 5. Si quelqu'un veut aller balader tout seul, il va se balader tout seul. Si il y en a quelqu'un veut faire de l'assouplissement, on fait de l'assouplissement. Alors, tout ne peut pas se faire en même temps, bien sûr, parce que je ne suis qu'une, je ne suis pas multiple. Enfin, je ne peux pas me dédoubler.
Mais ça se passe comme ça. Et donc, ça aussi, ça perturbe souvent qu'il n'y ait pas de programme établi. Parce qu'on a l'habitude, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, il y a des horaires, il y a des créneaux, il y a un déroulé, il y a une organisation très stricte, il y a des flèches, il y a des parcours, il y a des couloirs. Et là, il n'y a rien. Et donc, c'est assez perturbant. Moi, je dis que j'accompagne le rien, j'accompagne la reconquête de sa liberté, c'est-à-dire l'absence de contrôle, mais aussi de nos propres contrôles, parce que beaucoup maintenant si, regardent le nombre de calories qu'ils avalent, le nombre de calories qu'ils ont dépensées en marchant, combien de pas ils ont fait. Alors j'en ai dans le désert, parce que bon, on ne téléphone pas, il y a pas, ça j'insiste beaucoup là-dessus, pas de communication téléphonique, pas de réseaux sociaux pendant 4 jours sur les séjours classiques qui durent une semaine, donc ça fait 4 jours, 5 nuits dans le désert. Pendant qu'on est dans le désert, pas de téléphone. Et sur les séjours de 2 semaines, c'est 10 jours dans le désert, pas de téléphone pendant 10 jours. Donc les gens sont invités à prévenir leur famille. Je donne le mail du guide en prévenant bien que le guide, il n'y a pas toujours du réseau non plus. Et qu'il n'est pas là pour, c'est pas notre messager, c'est vraiment s'il y a une situation d'urgence en sachant bien qu'il ne va pas y avoir un hélico qui va descendre dans le désert, nous chercher, nous ramener. Voilà. Ça remet aussi un peu les choses en perspective, c'est-à-dire on est tout le temps, depuis qu'on a des téléphones portables, assujettis à l'urgence et on ne se préoccupe plus de l'important, ni de est-ce que réellement on a une action sur cette urgence ou sur cette importance. Souvent, non. Et souvent, l'urgent n'est pas urgent. C'est pas parce que mon téléphone bip que je reçois un SMS qu'il est urgent que je réponde. Et en tous les cas, est-ce que c'est important? Encore moins la plupart du temps, en fait. Et ça remet un petit peu les choses à leur place. On peut déjeuner sans téléphone. C'est énorme, sans SMS, sans rien. Aujourd'hui, la plupart des gens qui déjeunent, que ce soit au resto ou ailleurs, ont le téléphone sur la table. D'ailleurs, moi, j'ai prévenu des amis en disant, désormais, j'ai un livre dans mon sac à main, et si quelqu'un pose le portable sur la table, je pose mon livre. Et s'il regarde son portable, j'ouvre mon livre et je lis. Voilà. Parce que je suis une ayatollah un peu. Mais je pense que ouais, il faut vraiment remettre le téléphone à sa place, hein, cet outil qui est plus qu'un téléphone, hein, puisqu'on y reçoit nos mails, on y entre des informations sur notre santé, comment on se remue, comment, etc. On y met, on se géolocalise, enfin bon, bref, quoi, on fait tout un peu sur ces téléphones, c'est des ordinateurs en fait. Et donc, moi, je pense que savoir les lâcher, c'est savoir reconquérir notre espace-temps. Tout le monde se plaint de ne pas avoir de temps. Je pense que le temps, c'est une des choses qui est vraiment importante et qui manque dans la vie. Et il nous appartient de nous les réapproprier. Et donc là, dans le désert, ben, l'offre, c'est précisément de se réapproprier le temps. C'est-à-dire se le réapproprier à tel point que il n'a plus d'importance. C'est comme s'il n'existait plus, en fait. C'est-à-dire on vit, point. On est. Voilà, on est. Et c'est tout. Alors le désert, il a ça aussi, c'est que bah, il n'y a pas de concours de beauté, hein, personne ne se douche, personne ne se lave les cheveux, personne ne se fait de brushing. J'ai quand même eu quelqu'un qui s'est rasé pendant le séjour. Bon, chacun a aussi ses... Comment dire? Chacun apporte dans le désert quelque chose qui va le rassurer quelque part, qui va être une sorte de fil avec le quotidien. Parce que le désert, c'est vraiment l'inconnu. C'est vraiment, je pense que le désert, c'est quand même ce qui reste d'aventure. Dès lors qu'on n'est pas en 4x4, hein, qu'on est à pied, qu'on n'est pas c'est pas une agence de voyage, il n'y a pas tout ça. On part vraiment presque, même si on rejoint un groupe, même si je suis là tout le temps de l'inscription jusqu'au départ, même si les gens s'inscrivent un an avant, pendant un an, je suis en relation avec eux, pas tous les jours, mais régulièrement. Donc, quelque part, quand même, ils s'en vont seuls, ils prennent leur billet d'avion seuls, ils arrivent, ils savent que ben, je ne vais pas forcément être arrivé, mais ils vont être attendus par un guide. Je leur ai envoyé une photo et encore pas toujours, mais le guide aura une pancarte à mon nom. Donc, c'est quand même, il y a quand même quelque chose de l'ordre de je fais seul.
je pars un peu à l'aventure. On n'est vraiment plus habitué à ça. Désormais, quand on va à un hôtel pour aller passer, enfin, quand on veut aller passer du temps dans un pays qu'on ne connaît pas, enfin, ou qu'on connaît mais à l'étranger, un vol sec est beaucoup plus cher qu'un vol avec hôtel et pension ou demi-pension. Donc, les gens ne sont plus habitués à partir complètement seuls avec j'ai un avion et j'ai un hôtel à part, etc. Donc là, on vient les chercher à l'hôtel, enfin, on vient les chercher à l'aéroport, même si, c'est-à-dire qu'on peut arriver dans la journée, on peut arriver, il peut y avoir trois, quatre arrivées selon le nombre d'aéroports et de départs. Et le guide, à chaque fois, vient nous chercher. Et si on part, enfin, si on arrive plus tôt, c'est-à-dire une journée ou 2 jours avant qu'on veut allonger le voyage, le guide s'arrange pour prévenir quelqu'un qui va aller nous chercher et nous emmener à notre riad. Donc, à la fois, Alors, alors, je me permets de te couper. ok, Qu'expriment les gens quand ils se retrouvent face à ce paysage, à ce décor pour la première fois? bah, ils sont ébahis un peu quand même. Ils trouvent que c'est beau, ouais. Ils trouvent que, voilà, enfin, le mot qui revient le plus souvent, c'est beau, c'est immense. Et il y en a qui expriment leur joie en criant, d'autres en sautant dans le sable, d'autres en étant silencieux face à cette immensité, à cette beauté. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont désarçonnées parce que c'était pas aussi immense qu'elles le pensaient, aussi silencieux, où il n'y avait pas autant de pertes de repères par rapport à leur environnement classique, habituel? Non, j'ai pas vu ça. Non, jamais. Le premier jour, souvent, il y a un peu de bruit, en effet. Bon, d'abord, quasiment tout le temps, on entend, si on est réveillé à cette heure-là, l'appel du Mézouin, parce que on a beau avoir l'impression qu'on est loin dans le désert, on n'est pas si loin, en fait, quand même, de la vie. Cela dit, c'est la seule chose qu'on entend quand les vents portent et qu'on n'est pas trop loin. Et puis le premier jour et le dernier jour, c'est-à-dire le jour où on arrive, souvent c'est en soirée, puisque de Marrakech, on arrive à Marrakech, on atterrit à Marrakech et on a une journée de route quasiment, hein, entre 7 et 8 heures pour arriver dans le désert, en faisant des pauses, bien sûr, pause déjeuner, pause technique, pause achat du chèche, pause, voilà, diverses pauses. Et quand on arrive, selon le temps qu'on a pris, quand on arrive, il nous reste 1 heure de jour, des fois moins. Donc, ça nous arrive de marcher 1 heure pour aller au bivouac, y compris dans la semi-obscurité, soit 15-20 minutes. Et donc, forcément, on n'est pas loin des villages. Donc, il y a des villageois qui viennent nous voir. Il y a des chiens errants qui passent, sachant que les chiens errants ne sont pas des chiens agressifs ni sauvages. Ce sont juste les chiens là-bas, soit ils servent, soit ils ne servent pas à garder un troupeau ou autre chose. Et quand ils servent, ils sont à quelqu'un. Quand ils servent plus, ils sont à personne. Ils sont à tout le monde. Ils sont, voilà, ils sont errants. Donc ils suivent les caravanes parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir grappiller à manger, parfois voler. Donc ils sont pas les bienvenus toujours, hein. Généralement, ils sont chassés. Bon, moi, le guide, il a l'habitude, il sait que quand je suis là, souvent, il y a un chien qui nous suit. Pas toujours le même, hein, mais c'est comme ça et ils acceptent. Ils acceptent jusqu'à ce qu'ils en aient marre qu'il fasse la poubelle et qu'il la renverse. Et là, ils le chassent et puis voilà, après, on le voit plus, quoi. Il est parti suivre une autre caravane. Mais donc non, je n'ai jamais vu personne qui m'a dit qu'il n'était pas dépaysé. D'abord parce que les gens sont extrêmement surpris par la nourriture, la qualité et le beau. C'est-à-dire que il est exclu qu'on nous présente un plat qui n'est pas beau. On ne nous jette pas une salade de tomates comme ça en morceaux dans un plat. C'est toujours hyper bien présenté. On nous prépare des tagines avec les plats tagines sur un vague réchaud. Voilà, voilà. C'est toujours très bon. Alors on voit les pieds aussi parce qu'on mange par terre, hein. Et par terre sur des coussins, les coussins qui nous servent aussi à dormir. On les récupère le soir quand on va se coucher et on les emmène sous notre tente. Et le matin, on les ressort pour le petit déjeuner qu'on prend généralement dehors. Donc voilà, on a beau être en plein milieu du désert ou ça a beau être un pique-nique, eh bien c'est toujours très élaboré, c'est très bon, varié dans la mesure du possible et les gens sont assez surpris de ça.
est plutôt content et trouve ça fou de se rendre compte de la masse de travail que ça représente pour le cuisinier et les chameliers qu'il aide, puisque lui, enfin, comment ça se passe? En fait, tous les matins, on est itinérant, hein, ce sont des bivouacs itinérants. Ça veut dire que tous les matins, on se lève, on prend le petit déjeuner, on sort nos sacs, nos gros sacs qui vont être portés par les dromadaires, nos coussins, tout ça. Et puis nous, on s'en va. Et là, les chameliers ramassent les tentes, ramassent donc les tentes berbères, les tentes, les igloos dans lesquels on dort, nos sacs et tout, la cuisine, tout le bazar. Ils mettent tout sur les dromadaires. Et puis, ils nous rejoignent, ils nous dépassent, puisque les dromadaires ne grimpent pas sur les dunes, sur les grosses dunes. Ils nous dépassent et puis ils vont réinstaller un bivouac. Et nous, quand on arrive, généralement le bivouac est installé, pas nos tentes igloo, mais la cuisine, la tente qui sert de cuisine et la tente qui nous sert à nous de salon, elles sont prêtes et on nous sert le thé. Donc on se dit, ben, c'est quand même fou parce que les gars, ils ont tout ramassé, ils nous ont dépassés, ils ont déchargé les dromadaires, ils ont monté les tentes, ils ont préparé le thé et la cuisine, le repas suit peu de temps après le thé en fait, puisque le thé est pris avant le thé est pris avant les repas et non pas après. La seule chose qui est prise après, finalement, c'est la tisane le soir, éventuellement. Mais sinon, sinon, il n'y a pas de, il y a pas de. Le thé est avant, en fait, avant le repas. Il sert d'apéritif. Et une fois que le thé est servi, hop, le repas arrive peut-être une demi-heure après. On déjeune et généralement après, on sieste. En tout cas, le midi. Le soir, bon, bah, on discute un peu et puis on va vite, on est vite fatigué, on a vite envie d'aller dormir. Donc voilà, le désert, il permet de lâcher nos habitudes, de lâcher nos outils de communication et de communiquer vraiment vis-à-vis. Il nous permet d'être plus vrais parce que ben il n'y a pas de miroir, il n'y a pas. Alors certains en emmènent, hein, mais bon, on lâche vite en fait parce que ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, et puis, il voit aussi l'exemple des chameliers qui font plein de choses et qui sont toujours cool. C'est jamais pressé, il n'y a jamais rien de grave, tout va toujours bien, quoi. Je voulais dire déjà combien je suis heureux que l'on reçoive Angelica Marie. C'est pas de la politesse hein, que je pourrais dire envers d'autres, hein, c'est un plaisir réel que je ressens. Hein. Merci beaucoup. Hmm. Pourquoi? Je vais le dire en quelques mots. Hein. On reçoit la plupart du temps des hypnos de tout poil, hein, dont moi, je fais partie du lot, hein, qui défendent un territoire. Hein. Waouh, mais à un moment, ça me fatigue à un point incroyable. Hein. Moi-même, sur d'autres groupes, sur le mien, c'est un peu mieux parce que les gens sont adhérents à ma pensée. Hein. Mais j'essaye d'introduire des débats sur ce qui est quantique, pas quantique, etc. Ouais, ça me fatigue, même les gens qui viennent ici défendent un territoire qui est le territoire de leurs idées, hein, qui rigidifie les choses et qui empêche un rapport réel au monde. Hein. Quelle est la grande différence quand tu arrives? Et franchement, c'est un repos et une vacance dans tous les termes du terme. Hein. C'est évidemment que tu n'as pas à défendre un territoire. Il y a un territoire qui est là, mais qui n'appartient à personne, même s'il y a des berbères hein, qui s'en occupent, qui sont les occupants. En même temps, c'est un territoire libre à tous, hein, où les gens peuvent projeter ce qu'ils veulent. Ils retrouvent toujours le mot, une vacance, hein, qui est exactement le vide habité quantique, hein, sans qu'on ait du tout à expliquer ce qu'est le quantique ou ce qu'il n'est pas. Hein. C'est un moment obligatoirement de ressourcement, dit autrement, un moment où la respiration peut reprendre ses droits.
ce que tu as dit, mais d'une façon que je partage, hein, c'est une façon de sortir de l'urgence, hein, quotidienne, etc. Ce que j'essaie d'induire autrement, mais peu importe, hein. Que se passe-t-il dès qu'on sort de l'urgence? On rentre dans ce qu'on peut appeler une forme d'éternité. Le temps n'a plus d'importance. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mm. Et exactement, hein. Ça mène cette respiration, on s'en fout de ce qu'il y aura dans une heure, etc. Tu disais qu'il n'y a pas de planning, hein. En même temps, on est toujours dans ce monde quantique, hein. Il y a un planning et il n'y en a pas. C'est-à-dire, les choses peuvent se faire ou ne pas se faire sans qu'il n'y ait après une frustration, hein. Parce qu'on est dans le partage, dans son temps propre et dans un partage avec les autres qui se fait, mais tu l'as toujours bien dit, dans un moment où on n'a même plus besoin de parler, hein. C'est-à-dire de se fabriquer un masque, une identité, hein. Il y a un rapport réel qui se fait avec les autres. C'est ça. Et le dernier groupe notamment, enfin, mais c'est pas la première fois, hein, il arrive qu'il y ait plusieurs thérapeutes qui me disent, ben, est-ce que je peux parler de ce que je fais? Ben oui, vas-y, vas-y. Au contraire, je- ben, vraiment, moi, j'ai envie d'accompagner le rien et la reconquête de la liberté. Donc oui, tu as envie de parler de ce que tu fais, ben fais-le au contraire. Explique aux gens ce que tu fais. Fais-nous une initiation à laquelle je participe. Il y a une femme, par exemple, qui est art thérapeute. Bon, elle nous a fait dessiner comment on vivait le désert, hein. Des petites feuilles avec trois crayons, voilà, et des bâtons, un peu de sable, et chacun a exprimé ce qu'il avait envie. En effet, comme tu le dis, je n'ai pas de territoire à défendre. Déjà, ben voilà, je nomadise, donc je n'ai pas de territoire à moi. J'occupe des territoires de manière le plus discrètement possible. Là, j'ai un ami qui m'a appelé, je sortais j'avais gardé sa maison, je suis dans une autre pas très loin. Il me dit, mais tu n'as pas utilisé le poêle, là? Je lui dis, si, j'ai juste remis le bois comme il était. Enfin, j'ai rechargé en bois pour que tu n'aies pas aller dehors, j'ai lavé le poêle, voilà. On va me dire, bah alors. Bon, voilà, j'essaie de toujours, en effet, moi, les territoires, ça m'ennuie terriblement. J'ai rien à défendre, ni qui je suis, ni ce que je fais. J'essaie d'offrir et de partager cette liberté-là, en fait, cette vacance, comme tu dis. Une chose qui m'intéresse, tu dis que des gens qui sont là ont besoin ou envie de partager leur vie d'avant, c'est-à-dire leur métier, etc. Est-ce que certains, ce que j'espère, s'aperçoivent en étant là que ce qu'ils faisaient, en fait, n'a aucune importance, hein? C'était un truc dont on peut se passer, hein, Je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois que, enfin, moi, j'observe beaucoup, évidemment, moi d'abord, mais aussi, bien sûr, ce qui se passe autour, parce que ça me permet de m'observer encore différemment. Forcément, hein, l'autre est le miroir, hein, sans l'autre, je sais pas trop où j'en suis, je sais pas si je suis un lapin ou autre chose, hein, voilà. Mais, mais j'observe des gens qui ont des réactions, des comportements, et je me dis, bon, est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce qu'ils l'ont vu, ce comportement? Est-ce qu'ils ont vu cette peur? Je ne sais pas. Peut-être ils le verront plus tard. Moi, je me dis que c'est pas enfin, pas très important, en fait. Je me dis que le désert agit de toute manière, avec ou sans notre consentement. Il agit de par le silence, de par sa vastitude, de par cette pause qu'on s'offre où tout est différent. Absolument tout est différent. Même si on garde un fil avec le quotidien, je dis, il y en a un qui se rasait. Dans un des stages, j'en ai eu un qui a amené ses charentaises. Deux filles lui ont piqué pour rire. Et lui, ça l'a pas fait rire du tout. Bon, il n'a pas vu, hein, que c'était les filles qui l'avaient pris. Moi, j'avais vu. Donc là, j'ai dit aux filles, vous allez vous arranger pour qu'il les retrouve sans qu'il sache que c'est vous qui les avez prises et que vous les remettez sur son chemin. Là, parce que c'était la panique presque, en fait. Donc, il avait besoin de ce lien. Bon, voilà, quelqu'un a besoin d'un lien, il l'a. Quelqu'un a envie d'exprimer ce qu'il fait, il l'exprime. C'est vraiment open, complètement. Autant que le désert, j'ai envie de dire presque. est-ce que tu sens un moment, parfois, où au cours du temps, il y a une forme de masque qui tombe, Oui, justement, où les gens n'ont plus à défendre, hein, leur territoire d'avant? oui. Alors, ça ne le fait pas forcément pour toutes les personnes, mais il y a vraiment des personnes qui sont capables de dire, non, mais ça, je ne vais pas le faire parce que j'ai peur.
je ne suis pas très courageux, ou ceci ou cela, qui disent vraiment, et puis des fois qui vont plus loin que ce qu'ils avaient pensé. Et il y en a d'autres qui gardent ce quant à soi et qui même s'interrogent sur ma présence, par exemple, il y en a une qui me dit, on aurait bien aimé, déjà, c'est pas je, c'est on aurait bien aimé qu'il y ait plus de sujets profonds abordés. Ben, je dis oui, mais quand on les a abordés, c'est moi qui ai parlé, enfin, c'est moi qui me suis mis déshabillée en gros, et personne, on m'a posé des questions, mais des questions comme on pose pour avoir des précisions, pour se situer soi, pas pour savoir l'autre où il en est en fait, hein. C'est pour toi qu'on posait les questions. Et quand je pose la question, genre, comment vous avez vécu le désert, personne ne profite de l'occasion pour aborder le sujet en profondeur en fait. Mais ça dépend des groupes. C'est très variable d'un groupe à l'autre. En plus, je propose toujours un protocole de libération et là aussi, des fois, j'ai des retours hyper intéressants. Ce protocole de libération qui consiste à dire, à écrire, je me libère d'eux et de le lire à la dune et de le brûler et de le laisser partir dans la dune. Et là, j'ai eu des fois des réactions très intéressantes. C'est plus le fait de faire cette démarche que le fait de brûler la feuille et tout ça qui est libérateur, hein, et qui montre où on en est par rapport à certaines choses. Puis c'est nous qui tenons nos problèmes et non pas nos problèmes qui nous tiennent, en fait, bien souvent. Mais voilà, donc après, y a pas de règle, vraiment, il n'y a pas de règle. Il y a des gens, oui, tombent les masques. Moi, déjà, je vois qu'au bout de 2, 3 jours, je vois quand ça commence à se détendre, quand, bon, voilà, on fait moins attention, on est un peu plus dans le naturel. Et puis, il y a ceux qui posent quand même quelques limites, en fait. Ne serait-ce que dans le dire. Ils vont pouvoir dire, mais à 1 ou 2 personnes à la fois. Au bout du compte, tout le groupe saura, peut-être. Mais par petits bouts. Ça peut pas être comme ça, exposé. Il y a des freins qui restent. Je pense qu'il faudrait peut-être plusieurs déserts pour que les freins là. Je ne sais pas. Ou peut-être que ça va venir après, dans le temps, quand ils seront de retour chez eux. Je ne sais pas du tout. Pas te dire. Que je ne peux savoir que ce qu'on me dit. Je suppose, c'est dans les échanges qu'on avait eus avant, c'est ce que tu me disais, qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui Oui. participent. Très clairement. Moi, parfois, je eu que des femmes dont on m'a dit, tu fais des groupes de femmes. Non, jamais. Il n'en est pas question. Ni des groupes de femmes, ni des groupes de rien. Je fais des groupes. Voilà. Et vient qui vient. Donc, ce sont des femmes, ce sont des femmes. C'est mixte, c'est mixte. Il y a des couples, il y a des couples. Il y a des personnes qui ont des difficultés à la marche ou à autre chose. Moi, si la personne se sent de venir, je ne mets pas de veto. Parce que je ne m'imagine pas de dire à quelqu'un, c'est ton rêve, mais c'est trop tard, tu le feras pas. C'est fichu. Non. Justement, comme je ne suis pas une agence de voyage, moi, je peux faire ça. En plus que j'ai un guide qui est vraiment au top, donc il va prendre en charge. S'il y a une personne qui est en difficulté, elle va être prise en charge vraiment. Donc, je trouve que tout est juste, tout à sa place, en fait. Ça nous amène toujours à quelque chose de... J'ai eu des gens qui ont été étonnés. Là, j'ai eu une personne qui avait des difficultés à marcher, qui n'en a pas eu, en fait. Enfin, quasiment pas par rapport à ce qu'elle pensait. Donc, ben, je me dis, c'est super. Bah, elle avait pris des mesures parce que quelqu'un qui a des difficultés à la marche, qu'il sait, peut louer un dromadaire à la journée. Donc, il le loue tous les jours, hein. Enfin, il le loue pour le séjour. Et il y a un chamelier avec. Et donc, le chamelier et ce dromadaire-là nous suivent pendant tout le voyage. Donc, si la personne veut monter dessus, le dromadaire s'arrête, hop, elle monte dessus, elle repart. Si elle veut redescendre pour marcher, elle marche. C'est vraiment le plus libre possible. Donc, juste une observation. Je suis pas sûr que le dromadaire soit hyper confortable, hein. Mais bon. Mais quand on n'a pas le moyen de marcher, alors au Hmm. début, il y en a une qui a souffert sur son dromadaire parce que Ben, pour l'équilibre, pour que ça soit, comment dire, pour qu'elle soit vraiment, qu'elle sente bien le dromadaire, il n'y avait pas de coussin dessus parce que le coussin, c'est moins stable. hmm. C'est d'un bord à l'autre.
Donc, il n'y avait pas de coussin. Donc, elle était sur la bosse, l'arête, là, et pas confortable du tout. Donc, après, on a mis un coussin, c'était beaucoup plus confortable. Après, comme le dromadaire, il marche à plat, quasiment, il prend quelques petites dunes, mais ça la marge, ben, c'est pas si inconfortable. En fait, bon, voilà, t'es bercé, quoi. Un peu comme sur une barque. Mais quand on peut pas marcher, c'est bien. Ok. Hmm. Est-ce qu'il y a des moments qui sont plus propices que d'autres pour vivre des expériences de libération ou un peu mystiques? Oui, alors bon, moi, j'ai toujours un peu de mal à parler d'expériences mystiques, non pas parce que ça me dérange d'en parler, mais parce que les mots sont pas toujours adaptés à ces expériences qui sont pas complètement terrestres. Enfin, elles le sont, mais elles ont une autre dimension. Donc les mots sont pas toujours adaptés. Et puis surtout, euh, souvent, les personnes après ont des attentes, hein, et ces attentes les empêchent de passer à côté de choses simples. Par exemple, moi, j'ai vécu une expérience dans le désert. J'en ai vécu ailleurs, mais j'en ai vécu une dans le désert. Au sein d'un groupe, il faisait 37 degrés. Donc, et on attaquait une dune énorme. Déjà, il y a une fille qui s'était arrêtée. Elle venait de faire un burn-out. Elle était venue pour prendre l'air. Et donc là, elle se sentait pas du tout. Elle pensait qu'elle n'avait pas sa place, qu'elle avait sa place nulle part, en fait, puisqu'elle était harcelée dans son travail et qu'elle se sentait repoussée par tous, quoi. Donc là, elle avait peur d'être également repoussée et elle n'arrivait plus bien à marcher. Donc elle me dit, elle se laisse tomber sur la dune et elle me dit, laissez-moi là, je vais mourir là. Je lui dis, non, c'est pas prévu, en fait. Donc il n'en est pas question. Et donc là, le guide est revenu, il a envoyé quelqu'un, enfin il est allé chercher un dromadaire, on est resté avec la fille, elle a été enveloppée par le groupe vraiment de manière très très bienveillante. Moi je lui ai dit, tu sais, en fait tu nous rends service, on n'en pouvait tous plus, et là tu nous aides parce que tu nous permets une pause qu'on ne serait pas permis, sauf que quand même c'était en plein soleil et qu'il faisait toujours 37 degrés. Le guide est revenu avec le dromadaire, elle est partie avec, pour elle ça a été terminé à partir de ce jour-là, elle s'est sentie accueillie, aimée, et ça a été parfait pour elle. Et moi, ce jour-là, quand on a repris la marche, alors on était plusieurs à vraiment plus en pouvoir, hein, et moi, à un moment, vraiment, je me suis dit, je vais tomber, sauf que j'accompagne le groupe, donc je ne peux pas me permettre de tomber. Et là, je dis, aide-moi. Et tout d'un coup, je vois un tigre, une tête de tigre devant moi, mais pas un dessin, je veux dire, une tête de tigre énorme, avec des gros yeux verts. Et je me suis dit, mais c'est la force. Et il a disparu aussitôt. Et j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai pu marcher jusqu'au bout. Donc voilà, c'est une expérience. Le tigre, moi, j'ai jamais pensé à des tigres, hein. On m'aurait dit, je sais pas, un aigle, un loup, je sais pas, peut-être, mais un tigre. Bon, eh ben, c'est un tigre qui s'est présenté. Alors voilà, il y a des expériences comme ça, d'autres qui sont beaucoup moins, enfin, spectaculaires. Elle l'a été que pour moi, hein. Personne d'autre l'a vu, le tigre. D'abord, il y avait que la tête, j'ai pas vu le reste. Mais voilà, ça peut être des moments où on est au bout, ou au contraire des moments où on est tellement dans un lâcher extraordinaire que, bah, que ça vient, on ne sait pas pourquoi, en fait. Ça nous tombe dessus, là, comme ça. C'est vrai que les autres expériences que j'ai faites, ça s'est passé comment? Ouais, un peu comme ça aussi, ou pendant que j'étais en méditation, en connexion. Hmm. Et est-ce que les moments de la journée, comme par exemple ce qui peut se passer en fin de journée quand vous êtes rassemblés devant le feu de camp, ou Alors, le feu de camp, c'est pas toujours, c'est quand on fait du pain. Alors, peut y en avoir plusieurs, hein, mais souvent, c'est quand on fait du pain. Et sinon, ce qui nous rassemble quasiment toujours, tous les soirs, c'est le coucher de soleil. Tout le monde grimpe sur la dune la plus haute qui est autour du camp et on regarde le coucher de soleil. Et là, c'est un moment magique parce que, alors, bon, parfois ça parle, mais parfois c'est vrai, tout le monde est subjugué et regarde le soleil comme ça de manière
Ah, je sais pas où on est, mais ça doit être l'Atlas plutôt. Oui, Je ne retrouve c'est, pas la c'est, dune. non. Là, c'est un coucher de soleil sous un ciel étoilé. Ouais. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans la mesure où il n'y a pas de pollution lumineuse, tant que la Lune n'est pas encore levée, qu'elle est déjà couchée, ou que c'est nouvelle Lune, on se lève la nuit ou le matin très tôt, le ciel a tellement d'étoiles, on a l'impression presque que elles sont toutes réunies là, quoi, au-dessus de nous. Tellement il y a d'étoiles. Il y en a un qui disait, bon, bah, d'habitude, alors, il habite en ville, il disait, bah, d'habitude, voilà, je repère tout de suite, là, on voit qu'elle, mais il dit là, je la trouve pas tellement il y a d'étoiles partout, quoi. Et on voit des étoiles filantes toutes les nuits. Donc c'est fabuleux, absolument fabuleux. Donc c'est vraiment le moment où on se retrouve. Après, c'est les repas. C'est les repas. Le feu de camp, là, c'est souvent... alors, quand c'est des séjours d'une semaine, c'est quasiment le dernier jour où d'abord on n'a plus de pain. Le pain qu'on avait embarqué, il n'y en a plus. Et donc, soit un chamelier, soit le cuisinier fait du pain des sables, cuit dans le sable. Il y a aussi des pains cuits dans des fours, mais des fours de sable. Et c'est assez étonnant et c'est bon. Alors, je ne sais pas si on trouverait ça bon si on achetait dans une boulangerie française, mais dans le désert, c'est magique. Et puis, dans ces moments-là, c'est la fête, c'est-à-dire que on est autour du feu, ben, ça chante, ça chante. Alors nous, on est souvent à la rue, hein. Ils nous demandent des chansons et on ne sait pas trop quoi chanter. Eux, ils ont toujours des chansons, même si c'est toujours le même refrain pendant de très longues minutes. Et puis, ils s'accompagnent en tapant sur des bidons qui servent à amener l'eau pour la vaisselle, pour tout ça. Et c'est super sympa. Et parfois, on danse aussi. Et il n'y a pas d'alcool pourtant, hein. Il n'y a rien. Voilà. C'est vraiment dans la simplicité, dans la... Moi, j'ai vu des personnes sourire comme des enfants émerveillés devant quelque chose qu'ils découvrent pour la première fois. Je trouve ça fantastique. Rien que pour ça, hein, c'est fantastique. Alors, on peut proposer à ce stade, si quelqu'un a une question à poser, une précision à demander, Ou un retour sur expérience. ou un retour sur expérience, si vous voulez nous faire profiter d'une expérience, d'un partage. Thierry, Ouais. Je viens de relire il y a peu de temps L'Alchimiste de Paulo Coelho. La fin Mhm. se déroule dans un désert. Et d'où ma réflexion un peu romantique, hein. Y a-t-il encore des attaques, des pillages, ou c'est une époque révolue? Des pillages. Oui, parce qu'on lit, etc., qu'il y avait des gens Non, attaqués dans les caravanes, qu'il fallait se défendre, toujours je crois pas. dans Je une crois pas. mythologie. Ouais. Je crois pas d'autant que des vrais nomades c'est-à-dire que la route de la soie, par exemple, qui avait avant, ça n'existe plus. Les caravanes, maintenant, c'est nous, en fait, hein. Ce sont les gens Mhm. qui vont voir le désert et les chameliers, ils ont une saison, bon, parce que la saison, elle commence en octobre, fin septembre, début octobre, jusque fin mars, avril, dans le désert. Donc, ils bossent, voilà, ils encadrent des caravanes comme ça. Enfin, ils sont la caravane, c'est eux la caravane, en fait, hein. Les dromadaires sont loués, les chameliers aussi. Soit ils travaillent pour un gros, soit ils travaillent ils sont salariés d'un gros éleveur de dromadaires, soit ben, ils se louent comme ça, quoi. Et donc, non, il n'y a pas de pillage. Il n'y a pas de pillage. Dans votre caravane, il y a, pour y avoir une idée, hein, combien de dromadaires, de gens qui accompagnent? Alors, la dernière fois, il y avait 4 chameliers, parce qu'il y en avait 2 privés, c'est-à-dire deux dromadaires étaient réservés pour 2 personnes qui avaient des difficultés à marcher. Donc, plus 2 autres chameliers de mémoire et un cuisinier et le guide.
Ça faisait donc 6 personnes. Mais le cuisinier, le guide, ils ont leur chameau pour porter le matériel. Non, c'est les chameliers qui s'en occupent en fait. Enfin, D'accord. tu veux, le nombre de dromadaires est réservé en fonction du matériel qu'il va y avoir à emporter. Et c'est eux qui s'en occupent. C'est eux qui savent les charger, les décharger. Voilà. Et c'est eux qui savent si on peut en caresser un ou pas, parce qu'ils sont pas tous, ils n'ont pas forcément tous envie qu'on les touche, les dromadaires. Il y en a qui sont très conciliants, il y en a d'autres, beaucoup moins. Et, euh, et donc voilà, donc c'est vraiment le guide s'occupe du groupe et c'est lui qui réunit son équipe. Euh, il y a un chef des chameliers, il y a le cuisinier qui est un peu à part et le guide. Et le guide chapeaute tout le monde, c'est lui qui décide qui il prend, combien de personnes il lui faut. Et puis ben, il délègue, je pense, à le chef des chameliers prend les gars dont il a besoin. On tombe toujours sur des équipes, enfin, mon guide travaille toujours avec des équipes super sympas. Bon, c'est un guide qui est officiel, hein, c'est un guide officiel du Maroc. Il est d'ailleurs, il fait partie de, donc il est guide plein air du Maroc. Ça veut dire qu'il fait et le désert et l'Atlas. Donc quand la saison du désert est terminée, il attaque la saison de l'Atlas. Il fait guide de haute montagne également. Et il est trésorier de l'association des guides du Maroc. Donc voilà, c'est vraiment un guide professionnel voilà, qui est reconnaissable, quoi. Enfin, qui n'est pas, je veux dire, c'est pas un individu comme ça. Et donc, qui a ses équipes, il a l'habitude. Ça fait 20 ans qu'il fait ça, hein. Donc, il sait les gars avec qui il veut partir et comment ils sont sympas et tout ça. Et on a toujours des gens absolument extraordinaires. Absolument. Mais donc voilà, il n'y en a pas forcément beaucoup, hein. Les gens dorment dans des tentes ou en plein air, hein? Alors, nous, on dort dans des tentes igloos, individuelles ou pas, selon le choix de chacun. On peut aussi dormir à la belle étoile si ça nous fait plaisir. Les chameliers dorment toujours à la belle étoile. Ils ont le choix, hein, il y a les tentes berbères. Ils peuvent dormir dedans, mais non. Le cuisinier dort généralement dans sa tente, c'est-à-dire dans la cuisine, en gros. Et le guide dans la tente berbère qui nous sert de salon. Et les autres dorment enroulés dans leur djellaba, leur couverture, là, dehors, tout le temps. Et les muletiers font pareil d'ailleurs dans la classe. Pourtant, il fait froid dans la classe. Bah, dans le désert aussi, il fait froid, hein. Des fois, la nuit, il faut vraiment être bien équipé. C'est mieux. Y a-t-il encore une notion d'intimité ou disparaît-elle complètement D'intimité, tu veux dire des gens par rapport à leur corps, se montrer, ne pas se Ah oui, montrer? non. Ah oui, non, non. Ça fait partie des choses sur lesquelles je suis très précise quand j'organise un voyage. D'ailleurs, je dis aux filles, pas de débardeurs, ou alors vraiment des débardeurs avec quelque chose dessus, une chemise ou autre chose. Pas de leggings, ou alors avec une chemise longue ou un pull long, un t-shirt long, ce qu'elles veulent, mais enfin voilà. Parce que là-bas, même les hommes sont habillés, en fait. C'est pas une histoire de dire on cache les femmes. Les hommes sont en djellaba. À part, surtout les chameliers, notamment. Le guide, le cuisinier, on les trouve habillés comme nous, à l'européenne, hein, en tenue de marche, euh, jamais en short. Mais les autres sont vraiment habillés en djellaba. Les hommes sont couverts, hein, de la tête aux pieds, hein, ils ne se promènent pas en pantalon comme ça. Donc, moi, je respecte ça. Je me dis que on n'a pas à choquer, quoi. On ne veut pas choquer, en fait. Donc, non, non. Ok. Voilà. Qui serait intéressé à vivre l'expérience Moi, en dehors de toi? Qui est-ce que ça tenterait et pour quelles raisons? Qu'est-ce qui motiverait ce séjour dans le vide, dans le désert, dans un vide Personnellement, qui... j'étais Oui. intéressé, hein. J'ai failli m'inscrire, je me souviens au moment où le Covid est intervenu, là, ce qui a bloqué les choses, mais j'étais très intéressé, hein, par un voyage avec Angelica. il est Hmm. encore temps, hein. Il y en a deux de prévus, là, hein. Un en Hmm. mars et un en novembre.
En novembre, c'est 2 semaines, hein. Pour moi, c'est 2 semaines. Les personnes qui viennent sur 2 semaines font vraiment la démarche de dire on coupe. Mm. Celles qui sont sur 4 jours sont plus dans on veut réaliser un rêve, on veut voir le désert, on veut faire une expérience désert, quoi. C'est pas forcément la même démarche, tout à fait. Ça dépend des fois, mais c'est pas forcément tout à fait la même démarche. Mm. Thierry, le désert t'attire? Le Voilà. désert, Ça, le- ce chœur-là, il avait été fait par des chameliers avant qu'on arrive. C'est-à-dire, ils ont monté le bivouac. Et quand on est arrivé, ils avaient dessiné ce chœur avec des pierres sur la dune, juste à côté de là où on allait bivouaquer. mm. C'est quand même Est-ce vachement. que, ouais, est-ce que les chameliers, les gens du désert, sont dans une forme de spiritualité par rapport à cette vie justement dans le vide du désert? Oui. Alors d'abord, on a affaire quand même à des gens qui sont musulmans parce que ça a été imposé, hein, au fil des invasions du Maghreb. Donc ils sont musulmans et ils n'hésitent pas à sortir le tapis plusieurs fois par jour pour faire les prières qui sont imposées pour ceux qui suivent. Et puis, ils ont un concept de vie. Enfin, moi, je sais que les gens qui discutent avec le guide, moi aussi d'ailleurs, c'est un guide mais pas que lui, hein, le cuisinier, pareil, ils ont une philosophie de vie, oui, qui confine à la spiritualité, en fait. C'est la vie qui décide, tout est cadeau, on remercie. Enfin, pour moi, ça, c'est une forme de spiritualité. Après, je sais pas ce que tu entends par spiritualité exactement, mais Est-ce qu'il y a des perceptions, est-ce qu'ils racontent des histoires sur des choses auxquelles on peut se connecter dans le désert, avoir des visions, des perceptions particulières? non. En plus, Est-ce- les chameliers ne parlent pas le français. Ils parlent le berbère, peut-être l'arabe, mais ils ne parlent pas du tout le français. Il y a que le guide qui pourrait nous en parler et généralement, il en parle, mais il en parle sans, comment dire, je sais pas comment dire. Il en parle. Ça fait partie de sa vie, si tu veux, c'est naturel en fait. Vraiment, c'est naturel. Mais il ne parle pas de connexion. Il n'y a rien de mystique dans ce qu'il raconte. Mais oui, c'est de la spiritualité, la façon de vivre en fait. Moi, j'ai souvent tendance à dire que euh, je trouve que dans ces pays d'Orient en général, il y a une spiritualité et une forme de poésie dans la manière de vivre. Et vraiment, on retrouve ça auprès d'eux. Mais pour les chameliers, je peux pas t'en parler parce qu'ils ne parlent pas. On peut pas. On échange très peu. On échange par geste, on échange par sourire, on échange par deux trois mots que moi j'ai appris de berbère. Ça les amuse beaucoup, mais c'est tout. On va pas au-delà parce qu'ils ne parlent pas notre langue. Il y a la barrière de la langue. Mais on voit que ce sont des sages. Enfin, en tout cas, toutes les personnes qui sont venues m'ont dit, ah, mais ce sont des sages parce qu'ils ont une philosophie de vie. Qui est sage. Bon, alors on va faire une toute petite, un tout petit sondage. Donc, qui aimerait vivre cette aventure du désert? Il suffit de lever la main. Donc, on a Thierry, Anses, qui d'autre? Non? Marilyn? La revivre, ça c'est sûr. La revivre, oui. Parce que bon, je l'ai vécu donc une semaine avec Angélica et puis 15 jours dans l'Atlas également avec deux équipes différentes mais le même guide. Ce que je voudrais souligner, c'est à la fois la disponibilité et la grande discrétion de cette équipe à chaque fois. Ils sont très disponibles quand on a besoin, mais ça va être également très très discret. Et j'ai beaucoup apprécié, c'est sûrement lié aussi à l'encadrement de Mohamed, mais
mais on se sent très à l'aise parce que justement, ils ont cette grande discrétion vis-à-vis de chacun, chacune, et, enfin, moi que j'ai beaucoup apprécié, et sans pour autant, tout en restant très, très abordable, quoi. Alors, Anne, qu'est-ce que tu aimerais y trouver dans un voyage dans le désert? Alors moi, j'ai en fait envie d'y retourner, mais et en fait, je suis déjà allée 2 fois dans le désert avec Angelica, il y a quelques années maintenant. Une première fois qui avait été à la fin du mois de décembre et au début du mois de... Enfin, on avait passé le premier de l'an dans le désert. Et donc, il y avait symboliquement le fait de passer d'une année à une autre et ce dont parlait Angélica tout à l'heure, de ce dont on voulait se libérer et ce on voulait, ce à quoi on aspirait pour plus tard. Et donc finalement, le fait de symboliquement une nouvelle année qui commençait simultanément avec cet exercice et puis ben, le fait d'être dans le désert symboliquement avait été très fort. Moi, j'ai beaucoup apprécié le, la temporalité et l'exercice en quelque sorte de se libérer de voilà, ce dont on ne voulait plus, voilà, ce dont on n'avait plus besoin ou ce qu'on ne voulait plus pour l'avenir. Et ensuite, j'y suis allée une autre fois, un peu plus tôt, en fin septembre ou début octobre, donc les températures étaient différentes et le groupe aussi. Et ça avait été une expérience, comment on peut dire, identique et complètement différente à la fois. Euh, euh, voilà, moi, ce que je parle souvent de ces expériences-là dans le désert parce que, bah, Angélica, elle l'a dit tout à l'heure, il y a un avant et un après, qu'on perçoit d'ailleurs pas toujours, enfin, en tout cas, moi, que j'ai pas perçu la première fois immédiatement. Je me rappelle très bien, quelques semaines ou mois après mon retour, euh, m'arrêter, enfin, je conduisais ma voiture et je me gare sur le bord de la route et me rendre compte que le sentiment de tristesse que j'avais depuis toujours dans ma vie avait disparu et je m'en étais pas rendu compte. Ça avait été la suite, en fait, je pense, de ce que j'avais expérimenté dans le désert qui devenait comment palpable, mais ça a été beaucoup plus. Enfin oui, voilà, il a fallu plusieurs semaines pour me rendre compte que ce sentiment avait, enfin cette sensation avait disparu. Euh, Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire et en même temps un peu douloureux aussi dans le désert, c'est qu'il a révélé chez moi comment des choses négatives, en tout cas des comportements qui étaient négatifs dont j'avais pas conscience. Et c'est en ça que je trouve l'expérience extraordinaire, c'est que, en effet, le vide qui permet en fait vraiment de développer son plein potentiel, qu'il soit positif ou négatif, dans le sens où qu'il soit euh, dans les bonnes et dans les mauvaises choses qu'on est en fait. Et donc ça, la deuxième fois a été beaucoup plus difficile. Et en même temps, une libération aussi puissante que la première fois, à un autre endroit, euh, mais oui, l'expression il y a un avant et un après, elle est, enfin, oui, moi je l'ai expérimenté 2 fois et à chaque fois, voilà, il y a Une un, libération, ouais. Les, les- oui, comme une couche en fait qui les s'enlève masques tombent, les masques une tombent. meilleure, oui, les masques. Alors, je sais pas si les masques tombent, mais en tout cas, on a une meilleure compréhension de qui on est ou de comment on fonctionne. Euh, donc ça, c'est troublant et en même temps, euh, c'est-à-dire que chez moi aujourd'hui, ça génère une peur d'y retourner et en même temps une envie très forte parce que ce qui s'y passe.
vraiment fait avancer d'un grand pas le travail de développement personnel, de compréhension de soi, euh, et en plus, ce qui est assez rigolo en quelque sorte, c'est que, en tout cas moi, les 2 fois où j'y suis allée, euh, j'ai travaillé sur 2 choses, deux chantiers, sans le savoir. En fait, avant d'y aller, il y a un chantier qui s'est réglé à chaque fois. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est que euh, là, finalement, quand je me dis, tiens, j'y retournerai bien, je me dis, mais quel chantier va se mettre en branle à ce moment-là? Et on peut imaginer, oh ben tiens, une réflexion sur son travail. Et finalement, on va là où c'est nécessaire et le désert, nous, en tout cas, la vacance qu'il y a à cet endroit-là nous emmène exactement là où il y a besoin, sans même qu'on en ait conscience finalement. Euh, voilà. Angélica, elle m'a dit plusieurs fois, et j'essaye souvent d'y penser, que quand on attend un papillon et que finalement, je sais pas moi, c'est une grenouille qui arrive, ben on voit pas le papillon. Et ça, c'est quelque chose. Dans le désert, ça se vérifie vraiment. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pu le vérifier les 2 fois que finalement vient ce qui est nécessaire et pas forcément ce qui est attendu. Ce qui doit Enfin, arriver arrive. oui, c'est ça. Et c'est plaisant et c'est vrai que autant la bienveillance de l'équipe que l'accompagnement que fait Angélica permet, comme disait Marilyn, en fait, de vivre en fait, cette expérience-là, même si pour moi, la deuxième fois, donc je disais, elle a été plus chaotique. En fait, l'accompagnement, il est là et en fait, on est quand même pris par la main euh, tout en étant complètement autonome et responsable de soi-même. Je ne saurais pas comment dire, enfin, le cadre est profitable et comment. Euh, On peut être soi parce qu'on est entouré. ben alors chez moi c'est pas forcément chez moi d'être entourée mais des fois m'empêche d'être moi. Ça c'est une grande découverte du désert. Mais en tout cas je dis c'est un peu comment on pourrait dire. Euh, En fait, on a le droit d'être qui on est, même si on veut quand même continuer à porter son masque. Il n'y a pas de jugement. On est comme, voilà, on est comme on est et le cadre est suffisamment bienveillant pour pouvoir soit l'enlever, soit le garder en fonction de là où on en est par rapport à soi, en fait. C'est, voilà, on est libre de son expérience, en fait. Voilà. Et alors, quel est le moment le plus magique ou déstabilisant de ces séjours? Euh, alors pour moi, dans le premier séjour, ça a été l'exercice de se libérer de ce dont on voulait plus. Donc ce qu'expliquait Angélica tout à l'heure, d'écrire sur un papier ce dont on veut s'alléger ou se libérer. Et moi, je me rappelle le premier désert, il m'a bien fallu une bonne heure, voire un peu plus, parce que on n'a pas de montre, mais il a fallu longtemps avant de brûler le papier. Et quand par contre il a été brûlé, symboliquement, pour moi, ça a été très fort l'engagement que j'avais pris avec moi-même. Ça, c'est une expérience que je partage souvent, que c'était un acte physique, mais qui a eu en fait un impact, je sais pas comment on pourrait dire, spirituel, d'un engagement extrêmement fort avec moi-même. Euh, voilà, ça a été vraiment une expérience qui est encore. Enfin, je sais plus quand est-ce que c'était, Angélica, le tout premier désert. Je crois C'était 14, 2017, je crois. 17, Le tout 19, premier. 20. Le deuxième, c'était 2019. Ça devait être peut-être 2018, parce que le deuxième, c'était 2019 qu'on a fait ensemble, le Oui, premier de l'an. oui, Non, le premier de l'an, c'était 2017-2018. Le passage entre 2017 et 2018. Et le deuxième, c'était 2019, oui, voilà, avant les événements. le deuxième groupe. Ouais. Ah, Voilà, donc l'événement, ouais. Voilà, ouais. donc 2017-2018, et pour moi, enfin, voilà, cette expérience-là moi sur ma dune en train de pleurer comme une madeleine avec mon papier que j'arrive pas à brûler, et c'est encore comme si c'était hier, quoi. Euh,
tellement ça a été, oui, singulier en fait, comme espace, quoi, comme moment, je saurais pas trop définir ce que c'était vraiment, mais c'est voilà, super, ça reste voilà, très, très ancré. Et presque même, des fois, je me dis, mais c'est comme si finalement le désert m'était nécessaire pour pouvoir revivre ce genre d'engagement vis-à-vis de moi. Jusqu'à aujourd'hui, je crois pas avoir réussi à avoir un engagement vis-à-vis de moi qui a été aussi fort que celui que j'ai pris à ce moment-là. Comme si l'écrin du désert et le, ce temps hors du temps rendait plus puissant aussi euh, euh, les actes qu'on pose, en fait. Voilà. Je Bon. souhaite à tout le monde de vivre ça, Alors, vraiment. Céline, tentée? Ah oui, forcément, très tentée. Voilà, j'écoute avec attention, c'est très intéressant. Je partage complètement tout ce qui a été dit jusque-là. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est en quoi est-ce le désert qui permet ce genre de choses? Parce que en quoi est différent de, je sais pas, une retraite silencieuse dans un monastère, une retraite chamanique en forêt, voire le chemin de Compostelle pour d'autres? Parce que je me dis que finalement, ce qui permet tout ça, c'est de se couper de son quotidien, de se couper des réseaux, d'être dans un cadre autre que son cadre habituel. Et puis, c'est là que les choses se passent. Après, voilà, la question, c'est en quoi le désert permet ça plus qu'un autre endroit, quoi. Il veut répondre? Angélica a une réponse à ça aussi. Oui, alors le désert, il y a un silence qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, un silence humain, hein. C'est ce que j'expliquais en tout début. Je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivé de la conférence. J'étais là au début, si, j'ai bien entendu. Mais si on Donc, fait une retraite silencieuse dans un monastère, je pense que le oui, silence tout humain, à il est là fait, aussi, hein. Ouais. tout à fait. Moi, je n'ai pas fait de retraite dans un monastère, donc je ne peux pas dire. Peut-être qu'il n'y a rien de plus dans le désert que dans le monastère, si ce n'est l'espace qui est ouvert. Dans un monastère, il y a des murs qui peuvent nous sécuriser encore, ou en tout cas, moi, ça serait plutôt m'angoisser, mais parce que moi, j'aime l'espace. Et dans le désert, il y a l'espace. Ça, indéniablement, il y a un espace qu'on n'a pas ailleurs. C'est Il n'y a pas sûr. de chameau dans les monastères. Aussi, voilà. Ah, Bah, ça dépend des monastères peut-être, hein. Si on va du Oui. côté de l'Asie, on peut trouver des chameaux, des dromadaires. Non, mais Puis des sur le chameaux. chemin de Compostelle, on peut peut-être trouver des chameaux aussi, et puis il y a de l'espace, Ah, hein. peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sur le chemin de Compostelle, on peut rencontrer, on rencontre des personnes pendant le chemin. On peut aussi avoir des connexions téléphoniques. On peut avoir, il y a des locations, il y a des interactions qu'il n'y a pas dans le désert. Dans le Bah, vous désert, on êtes part comme on avec a un. un groupe, oui, donc il y a quand Oui, même. voilà. On part dans un groupe. Oui, on part dans un groupe. Ce groupe sait que on n'est pas toujours dans le groupe. On peut s'isoler. Par exemple, moi, à un moment, je marchais et un des participants m'attendait. Je lui dis, tu m'attends? Il me dit oui. Je lui dis, je me suis mise en arrière pour être seule dans le silence. Message reçu, il est parti sans qu'il y ait zéro problème. Et c'est vrai pour tout participant, en fait. Donc, c'est différent. Après, est-ce que c'est plus ou moins? Moi, il n'y a pas de comparaison. Je pense qu'on peut avoir des expériences mystiques n'importe où. Oui, oui, Euh, tout à fait. voilà, avant de rencontrer le désert, j'ai connu d'autres déserts, c'est-à-dire que d'autres formes de désert. Un jour, j'ai écrit La mer, c'est autre désert. Je traversais l'Atlantique à la voile. C'est le désert, il n'y a pas un chat. Par contre, il y a du bruit qu'il n'y a pas dans le désert, de façon certaine, hein, le bruit dans les voiles, le bruit des vagues, voilà. Je suis allée 4 mois en Laponie. Je ne parle pas la langue. J'étais dans une maison, je ne connaissais personne autour. Il y avait 3 ou 4 maisons autour, ou 5, je ne sais plus. Je connaissais personne, donc j'ai rencontré personne. Si je marchais toujours quasiment sur le même endroit, parce que de toute manière, c'est des kilomètres. Alors, si je voulais aller ailleurs, il aurait fallu que je prenne le véhicule. C'est aussi une forme de désert. Après, ça reste différent. Est-ce que c'est mieux, pas mieux? Moi, je crois pas. Je crois qu'on fait nos expériences là où on les Oui, fait. c'est Il ça. faut aller là où on est attiré, en fait. Voilà, il faut aller là où on est attiré. Il n'y a pas de. Moi, le désert, c'est une attirance depuis toujours, en fait. Donc, le premier désert que j'ai fait, c'était en 2007, mais là, j'étais en 2009, pardon. Mais là, j'étais en. Je me suis inscrite dans un stage qui existait.
initiation au Qigong et à la méditation. J'y suis allée pour le désert, pas pour le Qigong et la méditation, je suis allée pour le désert. Et je ne savais pas qu'un jour, j'organiserais des séjours dans le désert à mon tour. Mais voilà, ça s'est fait pas 10 ans après, mais presque, puisque le premier, c'était en 2017. Donc, voilà, et depuis, j'y vais et je suis en manque de désert. Quand je n'y vais pas pendant un certain temps, je suis en manque de désert. Bon, mais ça, voilà, je pense que Oui, c'est propre à chacun, hein. oui, c'est propre à chacun. Je pense que il- oui, il y a d'autres expériences qui nous mènent. Moi, j'ai eu des expériences mystiques dans le désert, mais j'en ai eu ailleurs, j'en ai eu chez moi, tout simplement. Donc, Oui, voilà, il n'y a pas de règle. Par contre, c'est vrai que j'étais dans le silence aussi chez moi. J'habitais oui, seule, dans un lieu isolé. Enfin, bon, voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas de règle, en fait. C'est une affaire d'envie, d'envie oui. d'expérimenter. Puis après, Est-ce ben, que, on peut comparer éventuellement. Moi, je ne peux pas comparer avec un monastère, j'ai jamais fait. Oui, oui, non, mais bien sûr, mais voilà, après, Non, c'est non, une je pense question pas que je je pense me pas qu'il y ait posais, le plus, mais hein. Le plus, c'est ce qu'on y trouve quand on y est ou pas. Mais est-ce que ça incite effectivement. ce grand espace à se repli sur soi? Est-ce que ça le pousse davantage que d'être dans l'océan ou que d'être dans un désert euh, plus végétal? Ou est-ce qu'on a plus justement tendance à rentrer en soi, à vouloir s'isoler? Parce qu'il n'y a vraiment rien, pratiquement pas de végétation, alors que dans un désert végétal, il y a des arbres, il y a des oiseaux, il y a des choses comme ça. Mm. Il y a assez rien, effectivement. Bon, il y a quelques oiseaux, on l'a vu notamment autour du bivouac, hein, mais dès qu'on monte. D'ailleurs, celui que j'ai photographié, j'étais seule sur une dune et il s'est pointé. Je lui ai dit, ne bouge pas. J'ai pris mon téléphone, je l'ai pris en photo. Mais je sais pas. Enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment dans le désert. Bon, il y a la température. Il y a l'espace. Moi, je suis une fille enfin, de l'espace. Moi, je suis née près de la mer, donc avec l'espace maritime, avec l'espace du marais. Le marais maritime, c'est un marais qui est plat, qu'on voit à perte de vue. Moi, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de voir loin, d'être, voilà. Et, et en plus, il y a une température qui est très clémente, très agréable, très douce. Tout est doux dans le désert. Euh, j'ai l'image du monastère parce que Céline, c'est ça, ou Cécile, je sais pas, qui en a parlé Oui. juste avant. Euh, pour moi, c'est des pierres, des grosses pierres qui sont, j'imagine un peu du granit, des choses comme ça. C'est sombre, c'est bon. Le désert, c'est la lumière, c'est la chaleur, une chaleur douce parce qu'on n'y va pas quand il fait trop chaud, hein, une chaleur douce. C'est les courbes, les couleurs, c'est tout ça, c'est que de la douceur en fait. C'est moi, c'est ça que je trouve aussi dans le désert que j'ai pas ailleurs en fait. Et est-ce que ça me permet d'être plus à l'intérieur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que dès que j'arrive dans le désert, je me sens enveloppée par lui en fait. Alors que c'est immense, je me sens enveloppée. Annie, qui nous écoute depuis tout à l'heure, quelles expériences par rapport au désert, à la solitude ou des envies d'expérimenter? Bonsoir, je suis arrivée en retard, pardon. Angélica. Moi, j'étais dans le désert avec Angélica il y a un mois ou deux, donc voilà. Après, j'entendais parler de Compostelle et tout ça. Il y a aussi le fait, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, de cheminer, quoi, de marcher aussi, hein. Le fait d'être à ce rythme très lent. euh, je ne sais pas, peut-être vous l'avez déjà évoqué, mais ça fait aussi partie on chemine aussi, voilà. Cheminement intérieur. Après, je voulais retrouver un livre que j'ai lu il y a une quinzaine d'années ou même plus qui s'appelait Le désert intérieur. Ça vous dit quelque chose? C'est-à-dire que le désert aussi, au niveau des religions, c'est très très important. On se reconnecte à quelque chose. Et évidemment, c'est tellement plus grand que nous que voilà. Voilà ce que je peux vous dire.
Et envie d'y retourner alors? Pas particulièrement, mais peut-être après, je laisse venir hein, si une autre occasion se présente, si j'ai envie à ce moment-là. Mais pour moi, c'était une expérience à vivre. Après, ça tombait à un moment de ma vie très particulier qui m'a aidé à traverser un mauvais moment. Donc, j'ai peur que dans mon souvenir, ça soit très lié à cette expérience, à cette rupture que je venais vivre. Ah, merci, le désert intérieur, voilà, c'est ça. Voilà, alors je voulais le refeuilleter, j'ai pas regardé, quoi. Mais dans mon esprit, ça m'avait beaucoup marqué ce livre quand je l'avais lu il y a très longtemps. Voilà, donc je sais pas, peut-être j'y retournerai, oui. Bon, moi j'ai une proposition d'y aller là rapidement, donc je vais y réfléchir. Bon, faut peut-être pas trop réfléchir, faut sentir l'envie. On construit la décision de ce voyage ou c'est quelque chose qui se fait, on est comme emporté vers, par un élan comme ça, spontané, vers ce genre de voyage, où on y réfléchit longtemps à l'avance, là. On a trois personnes qui ont vécu l'expérience. Comment ça s'est mis en place pour chacune de vous? Bon, moi, je Marie? fonctionne, mais de manière plus générale, pas seulement pour ça, beaucoup avec le ressenti du ventre, enfin l'intuition, je sais pas ce que c'est, voilà. Donc je réfléchis pas trop. Après, les choses doivent se mettre en place, donc faut que ça soit le bon moment, etc. Mais Euh, Oui, alors voilà, l'acte de décision de se dire, allez hop, j'y vais, je fais ça. pour moi, ça a été, pour avoir fait d'autres voyages avant, accompagnée aussi par Angélica ailleurs que dans le désert. euh, pour moi, enfin, dans mon cheminement, c'est des étapes nécessaires et donc pour avancer. Et donc la première fois, quand Angélica a proposé, je me suis dit, ben voilà, c'est la continuité du travail commencé de développement personnel. Donc c'était comme comment? Une nécessité et en même temps une invitation et en même temps une évidence. Euh, donc ça se... Voilà. Même moi, ce que j'avais trouvé... j'ai un agenda qui se remplit, que je remplis beaucoup. Et, euh, et donc, ça avait été aussi de poser un acte, comme je pars, je bloque ce temps-là, je ne mets pas de travail à ce moment-là. C'était une organisation assidue pour maintenir cette semaine de départ possible. Euh, Tu travailles dans quel domaine? dans le spectacle vivant, donc avec forcément une régularité dans le travail. Euh, donc voilà, donc ça a été anticipé parce que nécessaire. Voilà. Et puis la Alors, deuxième fois, à nouveau, bon. Et alors donc, comme un Angélica, rendez-vous avec soi. pardon, euh, si on a envie de participer à tes voyages, à tes explorations, comment on procède? Euh, Comment ça se réserve? Combien ça coûte? Comment il faut prévoir l'organisation? Enfin, En fait, quels sont les détails pratiques? En fait, quand on est intéressé, on me le dit. Soit on me l'écrit par un message, soit sur mon site internet, soit par Facebook, soit on me téléphone, soit dans mon téléphone. Et à partir de là, je demande le mail de la personne et j'envoie toutes les informations chiffrées, les détails du voyage. Et puis j'explique, pendant qu'on est au téléphone, comme j'explique comment ça se passe pour l'avion, à partir de quand on le prend, enfin que j'accompagne tout le long en fait. C'est-à-dire que euh, moi, le billet d'avion, je ne sais pas plus d'un mois avant. Donc, entre ce moment-là et le moment où on part, j'ai plusieurs contacts avec les personnes, soit téléphoniques, soit par mail. Par mail pour que tout le monde ait les mêmes infos en même temps. C'est-à-dire à partir du moment où tu me dis que tu es intéressé, j'envoie les infos. Tu me dis, ben, c'est OK, je pars. Et dans ces cas-là,
Bon, on planifie et j'explique tout le reste, quoi. Ok, là, les séjours que tu organises, donc c'est plutôt sur une semaine, c'est ça? Non, il y en a un d'une semaine en mars et un de 2 semaines en novembre. Donc, et ça fait 5 jours dans le désert. Euh, Ouais, non, ça fait 4 jours, 5 nuits dans le désert sur une ouais, semaine. Et ça fait 10 jours dans le désert sur 2 semaines. d'accord. 10 jours dans le désert, ça veut dire euh, le premier jour, c'est l'avion. Le deuxième, c'est le trajet entre Marrakech et le désert. On est dans le désert, on revient, on se fait une journée à Zagora, pardon, à Ouarzazate pour avoir un sas de décompression entre le désert, le vide, le rien, le silence et puis Marrakech, si tu veux, c'est quand même un peu les deux opposés au niveau bruit, monde et tout ça, foule. Donc, on fait une journée à Ouarzazate. En plus, ça coupe la route en deux. Et puis, le lendemain, on repart à Marrakech. Là, on passe la soirée, tout ça. Et après, ça dépend le lendemain, à quelle heure les avions. Et chacun repart au fur et à mesure de ses avions, quoi. C'est pour ça que ça fait 10 jours dans le désert quand on part 15, en fait. D'accord. Et tu fais aussi un petit travail d'écriture. Alors, j'écris de la poésie, oui. J'ai été éditée plusieurs fois sur des poèmes. J'en ai un qui est en cours. Il n'est pas en cours, il vient d'être soumis à mon éditeur. Je ne sais pas ce qu'il en fera. Mais oui, j'ai écrit plusieurs recueils de poésie. Il y en a qui sont épuisés et il y en a deux qui sont encore qu'on peut trouver, qui s'appellent Murmure et L'Intime qu'on trouve chez Hello Édition. Ou chez moi, il suffit de me demander, je les envoie les exemplaires dédicacés. Bah, écoutez, je remercie les participantes et les participants de cette conférence. Et puis, peut-être se retrouver un jour dans le désert, entre deux dunes, devant un feu de camp, et partager des moments de silence et d'intériorité. Hmm. C'est une belle expérience. Moi, je ne vais pas dire le contraire, c'est sûr, mais bon, voilà. C'est bien qu'il y ait eu des personnes qui ont participé, qui aient pu en parler, parce que, voilà, elles ont forcément un point de vue qui peut être différent. Elles confirment que c'est une expérience très particulière et très riche. Et Et ce sont des personnes. ouais, chacun vit son expérience, en fait. Il n'y a pas une expérience du Non. désert. Non. De la même façon qu'il n'y a pas un silence, il y a des silences. Hein, il y a les silences dans une conversation, il y a les silences, le silence du lieu, il y a les silences intérieurs, il y a toute forme, toutes sortes de silences en fait. Souvent on dit qu'on est dans le silence alors qu'il y a plein de bruit autour, c'est-à-dire au loin des voitures, des oiseaux ou autre chose, quand on est dans une forêt par exemple ou sur une colline. Mais on est dans notre propre silence à nous, donc du coup, on parle de silence. Donc il y a plusieurs formes de silence. Là, le silence, il nous enveloppe avant d'être à l'intérieur, ou en même temps, je ne sais pas, il nous enveloppe réellement, avec tous les bénéfices que j'ai expliqués au départ, selon les travaux, notamment de Gordon Hampton. Voilà. Bien, ben, merci infiniment, Angélica, de nous avoir fait partager cette belle expérience, de nous avoir donné envie aussi peut-être d'y aller ou d'y retourner. Je sens que Thierry va se relancer hein, maintenant que les possibilités s'ouvrent à nouveau. Et puis, ben, bonne fin de soirée à tout le monde. Et moi aussi, je souhaite une bonne soirée à tous ceux qui étaient là et une bonne soirée. Je les remercie. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.